Alors, je vous montre ceci. C'est mon LinkedIn. Donc, je vous montre pas mon profil LinkedIn, mais je vous montre que moi, en fait, je paye chaque mois une trentaine d'euros pour avoir un LinkedIn professionnel, ce qui, au niveau communication, on peut envoyer des mails aux gens, on a plein d'outils pour développer le réseautage. Mais surtout, ce qui est intéressant, enfin, dans mon cas, ce qui m'intéresse beaucoup dans le profil LinkedIn Pro, c'est qu'on a la partie learning, donc on peut apprendre des choses. Donc, si je vous montre ça, c'est pour que vous compreniez aussi que, quel que soit son âge, quelle que soit son ancienneté dans la profession, on continue à se former, d'autant plus qu'en 2024, c'est terrible. De semaine en semaine, ça change. Il y a des nouveautés qui changent, qui arrivent de semaine en semaine. Pour l'instant, c'est quoi le grand hype, à votre avis? De quoi est-ce que tout le monde parle? Dans quelque chose dont tout le monde parle depuis quelques semaines, vraiment la nouveauté, oui, mais plus spécifiquement dans l'IA. Et quelque chose, Adobe a annoncé qu'il va développer ça et qu'il commence à le développer, ça va être la folie, ça va révolutionner tout un secteur, c'est monstrueux. Exactement, la vidéo par exemple. Donc voilà, pour de semaine en semaine, et alors pour l'instant, il y a encore 3 semaines, c'était encore un peu KA, c'était un peu bizarre les vidéos, mais j'ai encore vu hier soir, donc on est mi-octobre à peu près, hein, oui, le 12 octobre, j'ai encore vu hier soir des nouveautés, ça devient très réaliste. Donc évidemment, c'est tout un secteur, le secteur des vidéastes, qui va être un peu concurrencé par ça. On parle évidemment à terme de films entiers et de séries faites par IA. Voilà, donc c'est la folie. Donc, je vous montre mon profil LinkedIn Learning ici. Je vais aller sur My Library. Je l'ai mis en anglais parce que j'aime bien me la péter, même quand je suis tout seul. Euh, et donc, ben oui. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des formations que j'ai sauvegardées. Justement, hier, j'en ai sauvegardé plein parce que par vague, hein, c'est pas de... Chacun fait comme il veut, mais moi, c'est pas de manière continue que je me forme, c'est par vague. Quand j'ai un petit creux, un peu de temps dans l'année, je me dis que je vais m'y mettre un bon coup pour rattraper le retard et voire même prendre de l'avance sur d'autres. Et donc, j'ai sauvegardé 111 formations. Là, on parle de formations qui durent entre 30 minutes et 6 heures, quoi, hein, chacune, entre 30 minutes et 6 heures. Mais ils font de plus en plus des formations courtes, hein, c'est bizarre. Mais est-ce que ce serait en rapport avec le fait que les gens ont de plus en plus de mal à se concentrer pendant longtemps? J'ai regroupé ça en collections. Donc, je vais vous montrer les collections que j'ai faites. Et à un certain moment, je vais vous demander, vous, comment est-ce que vous feriez ou comment vous faites déjà pour vous former? Quelle plateforme vous utilisez? Que ça c'est pas nécessairement de la vidéo, ça peut être, donc vous me répondrez tout à l'heure, après, une petite recherche, que vous ferez, ça peut être heu, des forums, ça peut être autre chose pour arriver à se mettre un peu à jour. Ça peut être, dans la boîte, les collègues, ça peut être, chipoté par vous-même sans avoir d'explication. Enfin, vous me direz quoi. Et vous pouvez aussi me dire que moi, je me forme pas, à part évidemment, les cours auxquels vous assistez. C'est ce qui est déjà... c'est si on compte sur l'année, c'est pas énormément d'heures, hein. 2 heures par semaine. Vous vous formez 16 heures? 16 heures par semaine. Attends, tu comptes les cours de gestion, et cetera, là? Bah, en fait, Oui, mais oui, 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 c'est intéressant, ça peut être intéressant. Ceci dit, le monde de la finance, et également, l'IA va beaucoup intervenir, hein. On dit que les comptables, ça risque d'être fort concurrencé. Et justement, hier, il y a encore une nouveauté qui est apparue. Maintenant, l'assistance IA pour la bourse. Alors que normalement, la bourse, c'est quelque chose d'intuitif et de risqué. Apparemment, l'IA commence à être pas mal pour la bourse, pour savoir dans quoi il faut investir. Donc, il faut vraiment s'y mettre. Il y en a qui sont complètement contre l'IA ici et qui veulent pas en entendre parler. Super, parce que sinon, vous avez intérêt à être excellent dans votre métier si vous intégrez pas l'IA, hein. Excellent graphiste, mais un dieu ou une déesse du graphisme, si vous refusez l'IA. Bon, je vais pas en dire plus. Je vous montre mes collections. Stop, stop.
Moins tu réfléchis, mieux c'est. Bah, quand on regarde les nouvelles, peut-être au journal, ça vaut peut-être bien de pas trop réfléchir. Sinon, hein, trop réfléchir, ça fait mal au cerveau, hein. Ok, donc l'IA au travail, c'est les rubriques que moi j'ai faites hier, hein. C'est un peu bébête comme nom, mais ça me permet de regrouper les choses d'une certaine manière. Il y a au travail, il y a son fonctionnement, il y a pour les images, il y a pour le UX, UI design, mais j'ai un peu étendu, vous allez voir quand je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai mis aussi des choses qui débordent de la conception UI et UX. L'IA pour l'école, pour les écoles, pour l'enseignement de manière générale, l'IA pour la vidéo. Mais ça, ce n'est vraiment que ce qu'il y a sur LinkedIn Learning. Alors, je ne vous pousse pas à vous inscrire à la version pro de LinkedIn Learning, je vous montre juste que moi, je l'utilise, mais ceci dit, je vais vous le dire, ce n'est pas extrêmement poussé. Si on veut des choses très pointues, il y a des plateformes plus pointues que ça, hein. Dans tel ou tel domaine, c'est fort généraliste, c'est fort basique, en fait, hein. Donc, voilà. Si vous aviez un doute que j'étais en train d'essayer de vous vendre LinkedIn Learning, je vous le dis, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux. C'est une des choses. Alors, bien sûr, il y a YouTube qui est pas mal aussi, hein, avec plein de nouvelles vidéos très, très intéressantes qui apparaissent, plein de nouveaux créateurs très intéressants, surtout si on parle anglais et qu'on comprend l'anglais avec les différents accents du monde en plus, ce qui n'est pas toujours évident. Ah, ok, je continue. Filtres neuronaux Photoshop, design de logo, euh, etc. Business, typographie, découpe, dimension, fashion Illustrator. Donc, Illustrator pour le monde de la mode. Voilà. Donc, je vous montre vite fait. Par exemple, l'IA au travail, comme ça, vous voyez un peu de quoi ça parle, hein. Comment booster sa productivité avec l'IA. La transformation de la workplace, du lieu de travail de l'entreprise avec l'IA générative. Euh, L'évolution de la recherche en ligne avec l'IA. Alors, celle-là, il faudrait que j'aille voir plus parce que je ne vois pas la fin, je ne me souviens plus. Voilà, vous voyez à peu près, hein, quelle est la tendance. Donc, l'IA pour les entreprises. Pour le marketing, oui, j'ai mis marketing dans les entreprises, hein. La question du copyright avec l'IA, ça c'est super important évidemment. Il y a la question de l'éthique aussi, mais moi je ne l'ai pas mise dans ma collection parce que j'ai un petit problème avec la question d'éthique. Parce que dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de gens qui se targuaient d'avoir beaucoup d'éthique et en fait c'était des salauds. Donc je... j'ai un petit problème avec l'éthique. La question de l'éthique. C'est chacun qui voit avec soi-même la question de l'éthique. Ben, le copyright englobe la question de l'éthique, en gros, mais il y a des formations spécialement pour l'éthique de l'IA, mais voilà. Les régulations, voilà, les régulations, Ça va. écrire du contenu, évidemment, voilà, toujours du marketing, toujours le côté légal pour les créatifs. Ah, il y a quand même pas mal, hein. Et alors, on parle de formation. Ben, oui, les minutes sont indiquées en bas à droite, oui. 1h32, 38 minutes, 48 minutes, 48 minutes, etc. Vous avez compris l'idée, hein. Ok, le fonctionnement de l'IA, bien sûr, on va s'intéresser à des choses un peu plus basiques au niveau de l'IA. Qu'est-ce que c'est l'IA générative? IA générative versus IA traditionnelle. Comment prompter? Qu'est-ce que c'est le machine learning avec la régression linéaire? Copilot, l'IA de Microsoft, comment l'utiliser? Le prompting multimodal, le prompt engineering avec ChatGPT, donc comment faire vraiment des requêtes, hein, c'est des prompts, le mot français, c'est des requêtes. Voilà.
comment parler aux IA, etc. Donc, c'est ça que j'ai mis, moi, dans la collection ici, que j'ai appelé IA, son fonctionnement. Alors, je passe à la collection l'IA pour les images qui vous concernent plus particulièrement. Voilà, donc il y a ici une formation de 3h48 sur l'IA dans Photoshop Illustrator. Je pense qu'il doit y avoir, oui, c'est ça, Illustrator, Lightroom, InDesign aussi, qui a de l'IA. Vous avez touché à InDesign récemment, certaines parmi vous. Où est l'IA, par exemple, dans InDesign? Parce que moi, par exemple, on m'aurait demandé ça il y a quelques semaines ou quelques mois, j'aurais pas su répondre, mais euh, Et voilà. Ouais, c'est bien. vous voyez pas? Bon, par exemple, dans l'habillage. Quand vous amenez une image dans InDesign, vous pouvez lui faire trouver, comme Photoshop, il trouve le sujet. Et il peut faire l'habillage autour de ça. Il y a aussi pour le recadrage d'images intelligent, il y a différentes choses, mais on y touchera parce que j'ai pas l'impression que quelqu'un d'autre va vous en parler. Ici, Design à mort. c'est moins important, oui, oui. Pour l'instant, pour l'instant. Oh, que c'est sur Illustrator, par exemple. Bien sûr, et que Photoshop, bien sûr. Ceci dit, depuis quand même quelques années, il existe des plugins pour InDesign qui permettent de mettre en page automatiquement, de manière semi-automatisée, des catalogues, Image Catalog par exemple. Euh, et j'ai l'impression qu'à terme, il y aura un assistant de mise en page par IA dans InDesign. C'est une question de 6 mois, 1 an, j'ai l'impression, et ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Donc, Photoshop et Lightroom, retouche de portrait avec l'IA. L'IA pour l'illustration InDesign. Améliorer les images avec l'intelligence artificielle. Donc, on y a déjà touché un peu, je pense, dans Photoshop, l'amélioration d'images par IA. Vous y avez touché, vous voyez? Ouais. Si je vous parle des filtres neuronaux dans Photoshop, ça vous dit quelque chose? Vous voyez comment on peut multiplier les pixels dans une image mieux qu'avec menu image, taille de l'image? Super zoom, exactement. Ça recrée du détail, vraiment. Ça n'interpole pas du détail, ça ne suppose pas du détail au départ des pixels qui existent dans l'image, mais ça en recrée vraiment du détail. C'est pas mal. Voilà. Justement, les filtres neuronaux, les neural filters. Voilà. Firefly. Voilà, qui par rapport à Photoshop apporte toujours des choses supplémentaires. C'est un peu comme du Midjourney, plus comme du Midjourney par rapport à Photoshop, il y a plus de possibilités. Bon, alors j'ai quand même mis du Stable Diffusion, encore du Firefly. Qu'est-ce que les créatifs doivent savoir à propos de la génération d'images? J'ai mis du DALL-E ici, une playlist sur DALL-E. J'ai mis une playlist sur Midjourney. Bon, bah, quelque part, vous avez 3 grands acteurs de la génération d'images. Hein. Midjourney, DALL-E et Stable Diffusion. Avez-vous une remarque, une interrogation philosophique par rapport à ça? Ok. Bon, vite fait pour le UX design. Il y en a qui font du UX design ici, du design d'application ou de site web? Non? Ouais. Bon, ben voilà, il y a des outils pour le UX et le UI design. Au fait, UX et UI, vous savez ce que ça veut dire? UX, ça veut dire quoi? User experience. C'est ça, expérience utilisateur, user experience. Et UI? Interface utilisateur, voilà, c'est ça. J'ai mis ici des choses pour les formateurs et les enseignants. Oui, et les faire de la recherche. Hein. La recherche dans l'enseignement supérieur, ça existe. Même dans l'enseignement secondaire, il y a des écoles qui font de la recherche parce qu'il y a des budgets européens aussi. Hein. Oui, parce que j'ai fait des stacks de place. Ok, donc coaching avec l'IA. Bien, bien, bien. Donc c'est quand même vaste. La vidéo, là, c'est quand même intéressant. L'IA dans la production de vidéo et la post-production. Faire de la vidéo sans caméra, donc text-to-vidéo, les tendances et les outils. Voilà, création de contenu,
Et là, c'est l'animation d'une image avec l'IA. Donc, ça, oui, bon, ça touche un peu la vidéo quand même. Voilà. OK, le reste, il y a les filtres neuronaux, Photoshop, etc. Mais je ne vais pas en parler tout de suite. Donc, j'ai indiqué ici que vous allez pouvoir, en effet, si vous en avez, donner des informations à propos de l'IA générative et forcément, vous connaissez des choses que je ne connais pas, c'est impossible. Je vais apprendre des choses aussi. On ira peut-être jeter un coup d'œil sur les produits dont vous parlez. On parlera de vos sources personnelles pour vous continuer à vous former. Est-ce que vous en avez? On va parler maintenant de quelque chose dont on devait parler l'autre jour et on n'a pas eu le temps. Le processus de création de logo avec Aaron Drappling. Donc, je vais ici voir si je retrouve rapidement la vidéo qui m'intéresse. Ah ouais, donc ça, on dirait que c'est bien. Donc, OK, cette vidéo dure... Non, ça, c'est juste l'intro. Il faut que j'arrive à trouver la vraie vidéo. Voilà, donc j'ai retrouvé la vidéo de Aaron Drappling. Alors, bien. Donc, cette vidéo est assez intéressante parce que Aaron Drappling, donc graphiste américain, montre le processus de création d'un logo. À votre avis, quand on veut créer un logo, d'abord, il faut dire la création de logo, c'est une des choses les plus difficiles et les plus ingrates. On va expliquer peut-être pourquoi un peu plus tard, mais et je parle même avant l'IA. Hein. Maintenant que l'IA est là, c'est encore pire, mais la création de logo, qu'on voit souvent comme le Graal, le sommet de la création graphique, est en réalité problématique. Euh, pour différentes raisons. Quel est le prix d'ailleurs qu'on demande pour un logo? Tout ça, c'est assez surprenant, les réponses. Donc, mais la question c'est, à votre avis, un logo, ça commence par quoi? Je dois faire un logo pour une entreprise. Donc, tu dis? Oui, définir le type de logo, oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on veut du flat design ou quelque chose avec plus illustratif, c'est ça? Oui, ça, vous allez rencontrer énormément dans les formations, dans les écoles, dans les grandes écoles. Quand je dis grandes écoles, je parle d'écoles qui font des masters, voire même plus loin, en, en graphisme, en typo, etc. Ils vont vous dire, surtout un logo, ce n'est jamais une illustration, mais ça peut arriver. La tendance, c'est que plutôt en Europe, on fait des logos flat design qui sont plutôt du graphisme. Et c'est vrai que en Amérique du Nord, on rencontre plus souvent des logos qui ressemblent à l'illustration. Mais évidemment, on subit ici en Europe l'influence de l'Amérique du Nord. Et donc, c'est possible de faire maintenant des logos avec des dégradés, avec du relief, des ombres. Mais normalement, on dit qu'un logo, il doit fonctionner quand on l'imprime en une couleur, sans tramage. Donc, juste du noir sur un fond blanc, un logo doit fonctionner. Et puis après, si on doit faire des variantes, des variations avec de la couleur. Donc, c'est extrêmement complexe, les logos. Mais qu'est-ce que vous voyez d'autre éventuellement pour démarrer la création d'un logo? Qui est la cible, moi, j'aime bien faire ça, des mots-clés ou qui sont en rapport avec le business. Voilà, ça. Attends, ne va pas trop vite. Donc, tu as dit quelque chose qui est vrai. Définir la cible. Définir la cible, oui. Et pour arriver à définir la cible, comment tu ferais quand tu dois faire un logo pour une entreprise? Directement montrer l'entreprise. Exactement. On va voir l'entreprise, on pose des questions et on observe. Et parfois même, on reste une demi-journée là et on passe d'équipe en équipe, on se fait présenter l'entreprise pour comprendre l'entreprise.
Et alors, on s'intéresse aussi aux outils utilisés par l'entreprise. Parce que peut-être que dans le logo, c'est un des outils utilisés par l'entreprise, l'outil symbole, mais peut-être même un ancien outil, peut-être même historiquement un outil qui n'est plus vraiment encore utilisé, mais qui traîne encore dans un coin de l'atelier. Peut-être que c'est ça qui va générer le design du logo. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est une chose intéressante. Définir la cible. Ensuite, voilà, vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous allez faire Donc, est-ce que ce serait pas intéressant d'aller voir ce que les autres entreprises similaires ont comme logo? Quand même déjà pour titiller sa créativité. Là, cette année-ci, pour votre travail de fin d'études, vous devez faire un logo. Ouais. Est-ce que c'est une démarche ça fait partie du mood board, sans doute? Alors, Non? je vous dis, On vous l'avait dit, ça. Voilà, un mood board. Il va falloir évidemment, il va peut-être falloir, je sais pas, soit vous prendrez complètement le contre-pied, c'est-à-dire faire vraiment différent par rapport à ce que le public a l'habitude de voir comme logo pour ce type d'activité. Il faut Soit vous vous inscrivez dans la tendance. Vous en faites pas pour les fautes de frappe, je corrigerai après. Ah ouais, faites bien de me le dire. Hop. Donc s'inscrire dans la tendance, c'est tout en étant différent. C'est ça qui est un peu la quadrature du cercle. Vous connaissez l'expression la quadrature du cercle? Vous avez jamais entendu parler quadrature du cercle? On dit ça quand c'est compliqué de faire quelque chose parce qu'il faut que ce soit à la fois ça et à la fois ça, mais les deux ça sont contradictoires. Quadrature du cercle, ça veut dire on rend carré un cercle. OK? La quadrature du cercle. Tiens, ça me rappelle qu'en UI design, justement, c'est une tendance des formes, ils appellent ça les swirkles. C'est ça, hein? C'est bien ça, les squirkles. Les squirkles. Square, circle, les squirkles. J'espère que les swirkles, c'est pas un truc dégueulasse. Quand on passe sur des images bizarres quand on cherche ça sur le web. Non, c'est squircle. Bon, donc la quadrature du cercle. Vous vérifiez si on trouve un truc dégueulasse quand on cherche swirkle sur le... Non, c'est squircle. Arrêtez. Bon. Et alors, vous m'avez dit tout à l'heure, ben oui, on va commencer à bosser avec un crayon. Qu'est-ce qu'on va faire? des crottes. Des croquis. Avant ça, il y a quelque chose qui peut être fait. Et Aaron Drappling vous le montre dans la vidéo et c'est super important, intéressant. Des mots-clés. Voilà, on démarre de mots-clés. Ensuite, vous l'avez dit, on fait des croquis. Alors, je vous dis tout de suite, c'est comme ça qu'on reconnaît. Alors, vous n'allez pas être tous et toutes d'accord nécessairement, mais c'est comme ça qu'on reconnaît un vrai graphiste. Le faux graphiste, l'infographiste, commence directement sur l'ordinateur, sans avoir fait de croquis sur papier. Alors que normalement, ça apporte vraiment beaucoup. Et alors, je vais vous montrer d'ailleurs tout à l'heure, je pense que je vais retrouver assez facilement l'article qui dit que, voilà, sur papier, ce qu'on fait, c'est parfois un peu gauche, c'est parfois un peu foireux. Eh bien, en fait, c'est les meilleurs logos si on reprend ça, ce design, et qu'on essaye de le refaire en vectoriel dans Illustrator, c'est parfois ce qui donne les meilleurs
logo parce que c'est un peu gauche, c'est un peu naturel, sympa, ça a un côté moins rigide que si on essaye de faire tout droit. Hem, voilà. Moi, je donnais, une formation il y a quelques années dans une école où c'était des étudiants de professionnels, et de techniques, ce qui est très bien, hein. L'enseignement comme ça, où on apprend un métier, dans le secondaire, c'est très bien. Je ne casse pas du sucre dessus, du tout, bien que ça puisse être, critiqué et amélioré évidemment. Mais alors, d'une école à l'autre, ça change énormément. Énormément. Hem Yes. Et donc dans cette école, les étudiants n'étaient pas extrêmement motivés. Pour tout vous dire, hein, ça va pas vraiment vous expliquer. Hem, Pendant les formations, c'était pas toujours évident de les tenir, heu, surtout les garçons. Les filles, ça allait, c'est souvent plus scolaire les filles, et je le dis en connaissance de cause, hein, parce que bon, voilà, j'ai étudié ça, j'ai un diplôme de sciences de l'éducation, master, et j'ai 3 filles chez moi. Donc, je sais que les filles, ça étudie bien, c'est scolaire et là-dessus, il y aurait d'autres choses à dire, mais c'est pas le sujet. Mais en tout cas, les garçons, et alors, pour vous dire un peu l'ambiance, c'est là que j'ai découvert Fortnite. Donc c'était au début que personne ne connaissait Fortnite comme on le connaît maintenant, mais eux, ils étaient en train de jouer à Fortnite en ligne, et donc c'était vraiment, et d'ailleurs j'ai prévenu, hein, certaines écoles supérieures: «Attention, la nouvelle génération, génération Fortnite, accrochez-vous, hein». Avec ouais, ah ouais? Non, mais moi je joue pas, c'est mes filles qui jouent à ça. Ouais, ouais. Si ça tombe, tu joues avec elles sans le savoir. Peut-être. Mais donc, voilà, et donc je parle à la professeure et je leur dis: «Mais est-ce qu'ils trouvent un travail après?» Parce qu'ils ont pas l'air extrêmement motivés par, la création graphique. Et elle m'a dit: «Beh, oui, en fait, il y a une boîte, notamment une boîte qui en prend plein quand il y a un logo à faire. Tous les engagés là, comme ce qu'on appelle ça, contractuels, voilà, ils sont engagés sous contrat, freelance évidemment, hein, parce que, sur le plus long terme, ça se fait de moins en moins, mais ils sont en tant qu'indépendants, freelance. Et bien, quand il y a un logo à faire, chacun fait plein, plein de petits croquis. Donc tu as 3, 4 étudiants peut-être qui vont, peut-être même plus, qui vont faire chacun 40 croquis, et forcément, dans les centaines de croquis qui sont générés, beh, il y en a un bon. Et donc ça rejoint ce que je vous disais avant, hein. Un logo, peut être, un peu foireux sur la recherche que vous faites, sur papier. Ça peut être un peu de travers, mais ça peut être très sympa, et c'était ça l'idée. Ceci dit, maintenant, je ne pense pas que ça marche encore, de faire ce genre de choses, puisque maintenant vous avez l'IA qui vous génère plein de logos autant que vous voulez. En 1 heure, vous pouvez générer, des centaines de versions de logos. Donc ça remplace un peu ces petites mains qui faisaient, plein de logos différents. Oui, parce que pour un graphiste, aguerri, habitué, pro, c'est pas toujours évident de faire quelque chose de, qui a un côté sympa, naturel, inhabituel. On est souvent dans la reproduction de stéréotypes, de choses déjà vues, et par contre, voilà, quand on est nouveau et que on n'est pas hyper bon en graphisme, on peut, paradoxalement faire des choses, très intéressantes. Donc on fait des croquis et après, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, exactement, hein, on développe 2 ou 3 pistes. On développe 2 ou 3 pistes sur papier, ou alors on passe dans Illustrator ou Photoshop d'ailleurs, hein, parce que je vous montrerai, un logo que j'ai fait, où je passe de Illustrator à Photoshop. Mais en général, les gens restent dans Illustrator. Mais moi, je pixelisais les logos à certains moments pour utiliser le pinceau plus facilement dans Photoshop, et puis je repassais dans Illustrator où je vectorise. Donc, voilà. Donc Illustrator ou éventuellement Photoshop.
Et alors, comment ça va se passer concrètement? Qu'est-ce qui va se passer dans Illustrator? Donc, il y avait ceci, à définir le type de logo, flat design. C'est vrai que ça peut se faire dès avant les croquis, en fait, hein. Au moment des croquis, en fait, je veux dire. Oui, on est d'accord, hein? Donc, que dire? Comment ça va se passer dans... Je ne pense pas. Est-ce que les autres sont d'accord? Je ne pense pas qu'on va directement passer à la couleur. Je pense qu'on va se focaliser sur quelque chose de noir et blanc, mais vraiment du noir et du blanc. Il faudra qu'il fonctionne en petit aussi. Oui, oui, c'est ça. Il faut qu'il fonctionne en petit, mais ça, c'est un peu plus tard. Mais en tout cas, concrètement, comment ça va se passer dans Illustrator? Ben, ça va être le prolongement de ce qu'on a fait sur papier. Ça va être le prolongement de ce qu'on a fait sur papier. On va dupliquer, modifier. On va beaucoup dupliquer dans Illustrator. On va beaucoup dupliquer le logo. Comme sur papier, on pouvait dessiner une variante. On va dupliquer, faire des variantes, faire des tests. Alors, la partie croquis, il y a une chose super importante, on n'efface pas, surtout pas. C'est une catastrophe. Donc, vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, mais dans les écoles de graphisme, la gomme est interdite. Dans les bonnes écoles de graphisme, la gomme, c'est l'ennemi number one. On interdit la gomme. Donc, comment est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de gomme? Eh bien, vous avez fait un truc, vous voulez le modifier, ben vous le redessinez à côté avec les modifications. Ou alors, vous faites quoi? Naturellement, si vous n'avez pas de gomme, pour éviter les erreurs, pour quand même corriger les erreurs pendant que vous dessinez quelque chose, comment vous allez faire? C'est un peu ça, oui, oui. Mais en n'utilisant qu'un crayon et du papier. À la fin. Exactement. Exactement. Une solution, donc dans ce cas-là, une solution, une bonne approche, c'est d'appuyer peu avec le crayon sur le papier et puis de repasser les traits. Évidemment. Voilà. OK. Bon, puis après, il y a, comme tu as dit, hein, on teste différentes dimensions. Bah, éventuellement, on imprime sur une imprimante laser noir et blanc, hein. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait les variantes, on fait la variante négative notamment. On voit si ça marche en négatif. On voit si ça marche en négatif. Et là, il faudra peut-être, quand on fait le logo en négatif, modifier la taille du logo et éventuellement l'épaisseur des traits, parce que il faut compenser une illusion d'optique. Parfois, quand on fait le logo en négatif, il a l'air différent. Donc, pour qu'il ait l'air d'être pareil en négatif, on a parfois un logo avec un dessin différent. Pour qu'il ait l'air pareil en négatif qu'en positif. Voilà. Que dire de plus? On hiérarchise aussi. Il faut créer une hiérarchie. À votre avis, ça veut dire quoi? Exactement. Certains éléments vont être visuellement, dans ce cas-ci, plus importants que d'autres. Donc, par exemple, le texte, la baseline, le visuel. Voilà. Le slogan, je dirais. Donc, éventuellement, quelque chose qui se met éventuellement sous la marque et qui fait partie du logo. Le mantra, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, mais je pense que c'est la baseline. Mais j'ai un petit doute sur le nom. Je pense qu'il y en a un autre, mais si vous trouvez, ça m'intéresse. Bon, on teste
On teste quoi après? Ah bon? Et ça va être montré dans la vidéo de Aaron Drappling. Oui. Ils sont souvent Et ça va être plus ou moins aussi, Donc, vous avez une version qui vous paraît correcte. Voilà, qui vous paraît correcte, mieux que mon orthographe ici. Qu'est-ce que vous feriez? on présente au client. Oui, mais avant la présentation au client, il y a une préparation. On c'est Attends, donc, en principe, je vais donner le texte un petit peu direct. Oui, la typo, oui, ça fait partie de la recherche, en effet. C'est bon. C'est une couleur, alors, pas une histoire. Oui, mais imaginons que c'est un logo qui va être en noir et blanc. On ne fait pas encore les versions couleurs. Mais en effet, on pourrait. On fait les variantes couleurs. Et en effet, je vais indiquer ici. On fait les variantes couleurs, je devais le mettre ici. bon, il va pas sur Non, je vais le mettre ici, voilà. les tests. Et se met d'accord sur la typo. Hein. Et Voilà. nous avons dit à l'esprit. Et si je vous dis les mock-ups, faire des mock-ups, mise en situation, voilà. C'est pas mal, ça. Et c'est automatisé maintenant. On peut faire des mock-ups de différentes manières, même en situation vraiment chez le client, sur la photo de son entreprise, c'est pas mal aussi. Et puis, on va préparer une présentation. Il va là. Une projection ou des panneaux à imprimer. Des panneaux à imprimer, c'est bien. Il faut voir ça. Hein. Vous avez sur YouTube des présentations de logos célèbres par les agences de pub qui ont produit ça. On voit là comment ils ont présenté les choses. Et évidemment, si c'est des logos anciens, la projection, on oublie, quoi qu'il y avait les slides, il y avait les diapositives. Il était possible de projeter même il y a 50 ans. Mais malgré tout, imprimer sur grand panneau et montrer ce grand panneau, ça peut être bien. OK. Il y en a qui ont suivi ici des séries à propos d'agences de pub, ça existe, je pense. Hein. Il y a des séries sur Netflix, etc., qui parlent d'agences de pub. Non, vous n'avez pas vu ça? Ouais, on ira voir. On ira voir ce qu'il y a. Moi, j'ai pas eu le temps encore de regarder, mais Mais pas genre. oui, il y a eu des films. Hein. Il y a eu, comment ça s'appelait 99 francs, c'est ça, de Bec BD. Un film assez sur le monde de la pub, avec de la coke, des suicides. Voilà. Bon, c'était la pub des années 80. Maintenant, ça a changé. Hein. Mais dans les années 80, c'était beaucoup d'excès dans le monde de la pub. Bien. Donc, voilà, je pense que c'est pas mal, ça. Comme, comment dire? Donc, la vidéo très intéressante de Aaron Drappling sur la création de logo, le processus, sa manière de faire, c'est pas une religion, c'est pas la seule manière de faire. Donc, je vous ai mis les sous-titres en français, puisque c'est pas toujours évident pour tout le monde, et ça, je peux comprendre. Et par exemple, je serais, moi, en Allemagne ou en Hollande, et on met une vidéo dans ces langues-là, je comprendrais à moitié. Donc, c'est pas proche. Que dire? Oui, alors au niveau de l'audio, vous allez voir, Aaron Drappling, il est américain et il marmonne, hein, donc c'est pas de l'anglais très bien prononcé, premièrement. Ensuite, il utilise des termes techniques. Ensuite, il parle d'une certaine manière sympa. Par exemple, quand il va désigner je vais bouger cet objet-là, hein, donc il va pas dire this item, this object, il va dire this little guy. Donc le little guy, c'est l'objet en fait. Hein. Vous voyez, donc c'est sa manière de parler. C'est sympa. C'est là, monsieur, les designers.
Histoire. C'était sur Et oui. Donc, dimension.com vous propose beaucoup de choses, notamment de la 2D. Voilà, en bas. Voilà, et ça, c'est pas mal utilisé. Depuis pas mal de temps, il y a tous les sujets. Bon, par exemple, si je recherche mon sujet préféré, qui est quand même ce délicieux animal, le capybara, voilà, bien. je tombe sur le capybara, et voilà, on me donne les dimensions par rapport à l'être humain, etc. Donc, c'est intéressant, c'est un genre de Wikipédia, mais basé sur les dimensions. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est les outlines, c'est les dessins comme ça. Euh, Choisissez ce que vous voulez comme animal éventuellement, mais voilà. Et alors, vous voyez qu'il est présenté de différentes manières, marchant, couché, de face, de profil, avec la comparaison avec la dimension d'un être humain standard. Donc, si on passe en pro, il y a possibilité de télécharger en vectoriel, mais sinon, on peut prendre une copie écran et récupérer et l'importer dans Illustrator. C'est ce qu'on va tester. Donc, évidemment, je pense que sur le Windows, ça fonctionne comme ça aussi. Ctrl- vous permet de modifier la dimension. Justement, on parle de dimension, la taille de l'affichage dans le navigateur web. Ctrl-, Ctrl+. Ici, sur le Mac, c'est commande moins, commande plus. Ça, vous confirmez, ça fonctionne pour modifier la dimension, pour l'afficher quand même le plus grand possible, parce que sinon, il risque d'être petit comme ça. Si votre écran n'affiche déjà pas beaucoup de pixels, ça risque d'être vraiment pixelisé. Si vous faites une copie écran de cette partie-là seulement du capybara ou de votre animal de profil, par exemple. Donc, OK. Donc, sur le Mac, je vais faire commande Shift avec le 4 au-dessus des caractères, pas le 4 du raccourci du pavé numérique de droite. Donc, commande majuscule 4, voilà. Donc, je vous montre sur mon petit clavier virtuel, évidemment, parce que je ne suis pas certain de m'exprimer tout à fait correctement. Donc, commande Shift et le 4 qui est là, ça fait une petite croix sur l'écran et vous englobez et vous avez la capture d'écran qui s'est faite et elle est sur le disque dur. Sur le PC, touche Windows, Shift S, Windows majuscule S sur Windows pour faire une portion d'écran. Et ça l'envoie sur un fichier ou c'est plutôt dans le presse-papier? Ça se met à la galerie. Dans la galerie, OK. Donc voilà, il va falloir maintenant aller dans Illustrator et on va faire 2-3 tests là-dessus. Ouais. Donc, on va apprendre. Vous avez appris que ce site existe. J'imagine que personne ne connaissait. Et vous allez apprendre 2-3 choses ici dans Illustrator. Donc ici, on va démarrer dans Document Illustrator normal, mais à un certain moment, je vous donnerai un template à moi qui possède dans le template différentes choses intéressantes euh, pour aller plus loin que les documents de départ normaux de Illustrator. Donc, je vais faire un nouveau fichier. Donc, ici, par exemple, pour l'impression, voilà, format lettre horizontale, pourquoi pas, peu importe. Ce qui serait intéressant à faire, c'est ici, dans les options avancées, de se mettre déjà dans les options avancées en couleur RGB. Donc, ça, on en reparlera parce que je pense que c'est intéressant. Quand vous faites un document Illustrator sur base d'un modèle impression, il vous propose d'office de faire du CMJN, mais en fait, ce n'est pas toujours le bon choix. Donc, si vous pensez que si c'est pour l'impression, au final, il faut forcément faire en CMJN, vous avez totalement tort. Ce n'est pas forcé. Ça dépend de la manière dont on utilise Illustrator. Il y a deux manières d'utiliser Illustrator, soit en RGB, soit en CMJN, même si au final, c'est pour l'impression. Donc ça peut vous paraître bizarre, RVB pour l'impression, César B, mais non, c'est tout à fait normal. Donc l'avantage, c'est qu'on peut mettre plus de couleurs vives, en fait, dans les documents. Mais peu importe, c'est pas le sujet ici, donc on va créer le document. Et vous allez importer. Donc ici, je vais faire Shift Tab, évidemment, parce que je veux me débarrasser des palettes de droite. Vous voyez, Shift Tab. Je vais faire Fichier importer, bien sûr, et aller chercher la copie écran que je viens de faire, qui est là, voilà, barre d'espacement sur le Mac, on voit la copie écran.
Je suis évidemment en affichage par liste. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour s'y retrouver dans les logiciels. Affichage par liste et par date de modification. Et les dernières choses que j'ai faites sont au-dessus. Voilà. là, Donc, c'est ça que j'importe. Sous forme liée ou pas, ben, on va peut-être décocher lié. Si vous avez gardé lié coché, c'est pas grave. Je vais voir que, vous allez voir, je vais le cocher ici. Donc, je trace. Donc, c'est une image liée. Tout le monde voit ce que c'est, évidemment, une image liée. Donc, sans le fichier de l'image, le fichier Illustrator ne vaut rien. Je vais incorporer l'image. Donc, je vous ai montré que j'ai oublié, en quelque sorte, de décocher l'option liée au moment de l'importation, mais dans la palette des liens, menu fenêtre lien, on peut demander dans la palette des liens de ce fichier lié, de l'incorporer. Donc ici, menu de la palette lien, incorporer l'image. Ce qui est moins connu, c'est qu'il est possible de désincorporer une image. Si le fichier existe sur le disque dur, il est possible par le menu ici d'annuler l'incorporation. Et là, ça vous redemande mais où est-ce qu'elle se trouve sur le disque dur, l'image, et elle est à nouveau liée. Bon, pourquoi pas. Alors, vous avez la même chose dans InDesign, il y a possibilité d'incorporer une image, mais on le fait rarement dans InDesign parce que les documents InDesign, c'est beaucoup plus complexe, il y a des images beaucoup plus haute définition, il y en a plein, et ça alourdirait, ça ferait un document monstrueux. Et donc, en général, dans InDesign, on garde les fichiers sur les disques durs, donc liés. Donc, il faut absolument, pour que le document InDesign fonctionne, que les fichiers accompagnent le document. Ici, l'intérêt d'incorporer, c'est que l'image est dans le document Illustrator, donc le document Illustrator est autosuffisant, je peux le transporter ailleurs, il n'y aura pas de messages qui diront que il y a une ressource manquante, l'image n'est pas là, où est-elle? Voilà. Alors on va enregistrer le fichier directement. Voilà. Donc on va appeler ça vraiment, là, On va appeler ça remplissage génératif parce qu'à la fin, c'est ce qu'on va faire. Tirer 0. Voilà. c'est people business and then business. Bien. Oui. Bon, ben, je peux éventuellement garder l'image là par sécurité et dupliquer. Mais je ne vais pas dupliquer juste l'image. Je ne vais pas faire juste Alt et déplacer comme ça. En fait, j'annule. Voilà, je vais prendre l'outil plan de travail. J'imagine que vous avez tous et toutes la version complète de la barre des outils. Donc, menu, fenêtre, barre d'outils, on est en avancée. Donc, avec l'outil plan de travail, vous avez ceci qui, normalement, dans la barre contrôle, est coché. La barre contrôle, vous l'avez, j'imagine. Menu fenêtre contrôle, si vous ne la voyez pas. Donc, avec la touche Alt, je déplace et ça copie le plan de travail et ce qu'il y a dessus. Voilà. Donc, par sécurité, je vais travailler sur une copie. Donc ici, première chose qu'on va faire, est-ce que vous connaissez la vectorisation au mode trait? Ouais. Oui, tout le monde connaît? Ouais, bon, Bon, c'est super intéressant, on va en faire une. Donc, vous allez dans le menu allez, c'était pas. fenêtre vectorisation. Si vous n'y allez pas par la grande boîte vectorisation, vous vous débrouillez pour arriver à faire la chose, hein, parce que moi, j'y vais par la grande boîte. Vectorisation. La boîte vectorisation ne voit pas qu'il y a une image. Je ne peux pas enclencher. C'est normal, ça arrive parfois. Il faut cliquer à côté, recliquer sur une image, et là, elle voit qu'il y a une image. Je clique sur vectoriser. Bon, il est pas. Voilà, je déploie les paramètres avancés. Ah, Je suis bien en vectorisation noir et blanc. Je décoche fond. Et donc, forcément, il n'y a que contour qui est coché. ah, il est tout ça. Bien, là, il faut indiquer l'épaisseur des contours qui se trouvent dans l'image. Donc, c'est pour ça que je vais devoir monter. Avec la touche Shift, je peux monter de 10 en 10. Voilà, à un certain moment, ça marche. Vous voyez, si je suis à 10 pixels, il ne voit pas, il voit que certaines portions. Et là, à 20 pixels, il voit mieux. Voilà. Donc, il y a bien ce qui m'intéresse, c'est ce que ce capybara pourri avait un œil. Non, il n'avait pas d'œil, donc on a bien tout. Voilà. Alors, la question la plus importante ici, quelle est l'espèce de capybara?
Est-ce que c'est le capybara, le grand capybara ou le lesser capybara, le petit capybara qu'on rencontre dans l'isthme du Panama? Je pense que c'est celui du Panama. Je rigole. Enfin, ce que je viens de dire est sans doute vrai, mais ça n'a aucune importance. Euh, voilà. Est-ce que j'imagine que jusque-là, ça a fonctionné? Oui, ferme. Bien. Donc ici, je peux même... oui, il n'y a même pas besoin de cocher ignorer la couleur parce que le blanc ne va de toute façon pas générer de trait. Le blanc d'image. Donc, parce qu'il y a une option ici, ignorer la couleur, bien sûr, vous connaissez. On va voir si on décompose. Vous cliquez sur décomposer ici, par exemple. C'est une des manières de faire. Alors, bah, moi, il met un seuil. 17 tracés, tu as un seul tracé. Et c'est pas d'ancrage. Ah oui, et tu vois apparaître tout. Alors, c'est bon, Ah, mais est-ce que tu as joué ici? Est-ce que tu es peut-être toujours à 10 pixels? un pixel. Est-ce que tu vois tout le capybara ou pas? Ben, il faut augmenter hein, parce que voilà, vous êtes sur Windows, je suis sur Mac, il est possible qu'avec la même image, ce soit différent. Plus, la capture écran que j'ai faite n'a pas le même nombre de pixels que vous, plus la dimension que j'ai donnée à l'image ici, elle n'est pas la même. Donc, il faut tester avec la touche Shift où tu tapes directement quelque chose. Voilà, et touche tabulation, et voilà. Ok. Alors, on clique sur décomposer là, ou dans la barre contrôle, ou objet, vectorisation décomposée, peu importe. Et voilà, on a une version vectorielle. Oh, j'ai de mon Voilà. d'être outil. Donc là, il s'agit de décomposer la vectorisation. C'est le bouton décomposer dans la boîte vectorisation. Sinon, objet, vectorisation, décomposer. Ben, Donc, commande Y, on voit bien que c'est des vecteurs. Il y en a en trop, mais si j'y vais avec la flèche noire, ça sélectionne tout. Donc, c'est parce que ça a créé un groupe, la décomposition, la vectorisation. Donc, je dois y aller avec la flèche blanche plus pour arriver à sélectionner certaines parties de ce groupe. Donc, je clique à côté, j'englobe, je supprime, j'englobe, je supprime. Voilà, si ça vous a fait des choses en trop. Bien, je vais dupliquer. J'ai sauvegardé. Hein. Je sauvegarde de temps en temps. Là, je vais, avec l'outil plan de travail, dupliquer à nouveau et travailler sur la copie ici. Bon, ben, on va tester les profils de traits, par exemple. Voyons un peu si on va là dans la barre contrôle pendant que ceci est sélectionné et qu'on va sélectionner des profils de traits. Qu'est-ce que ça dit? Voilà, il va peut-être falloir augmenter l'épaisseur. Voilà. Donc déjà, c'est beaucoup plus sympa que des traits infographiques unis. Si je clique à côté, voilà. Vous connaissiez ça? Les profils de traits? Ça vient de la barre, de la palette contrôle, contour. Ça vient de la palette contour, menu fenêtre contour. Dans le bas de la palette contour, on a les profils de traits qui sont ici. Voilà. Alors, comme on ne voit pas trop ce qu'on fait à cause des points, une possibilité, c'est de demander dans l'affichage de masquer le contour de sélection. Comme ça, l'objet reste sélectionné. Je peux modifier l'épaisseur, etc. Mais, et le profil, etc. Mais au moins, j'ai pas les vecteurs de sélection qui m'empêchent de bien voir. Une autre solution, ce serait de faire une deuxième fenêtre où il y a la possibilité de voir les points de sélection et dans l'autre fenêtre, pas. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est affichage, masquer le contour de sélection. Vous avez ici la possibilité de symétriser les profils que vous... Quand vous avez appliqué un profil qui n'est pas symétrique, parce qu'il y en a plein qui sont symétriques, mais un profil qui n'est pas symétrique, vous avez possibilité ici dans la palette de contours de symétriser, possibilité que vous n'avez pas dans la barre contrôle. Voilà. Vous avez la possibilité avec la flèche blanche plus d'aller sélectionner certaines parties seulement et de les symétriser. Je ne vois pas quand je sélectionne puisque j'ai demandé de ne pas voir les contours, mais avec la flèche blanche plus, cliquez à côté, cliquez sur une partie, utilisez l'outil de symétrie et on voit que ça fonctionne. Logiquement, les traits les plus épais devraient être en dessous.
parce que la lumière, on suppose qu'elle vient du dessus. Mais bon, je vous laisse choisir. Mix up children. Hey, okay. C'est vous qui voyez. I suppose. Ah oui, alors l'épaisseur, oui, il y a certains traits, notamment ici, dont je pourrais diminuer l'épaisseur quand même. Ah mince, il sélectionne tout. Voyons un peu. Ah, je vais quand même réafficher le contour de sélection parce que là, je vois plus ce que je fais. OK, voilà, c'est bien seulement celui-là qui est sélectionné et je modifie seulement celui-là et je modifie l'épaisseur de seulement celui-là. Enfin voilà, c'est un boulot et c'est assez intéressant. Donc, cette technique. Donc, vous connaissiez la vectorisation en mode trait et l'application de profils de contour, tout ça, c'est maîtrisé. Levez un peu la main, ceux ou celles qui ne connaissaient pas, que je vois. Bon, on peut dire que la moitié d'entre vous ne connaissait pas, donc ça valait la peine d'en parler vite fait. Bon, voilà, ça c'était une possibilité. Donc, que dire? Oui, il y a plein de choses à faire. On pourrait faire de la peinture dynamique, du remplissage, etc. Mais ce qu'on va faire ici, c'est utiliser une nouveauté de Illustrator que certains ou certaines ont déjà testé, mais il n'est pas certain que vous avez testé tous les cas de figure, parce qu'on peut appeler Photoshop en renfort, mais ce n'est pas le cas ici, hein. On n'a pas appelé Photoshop en renfort. Donc, ce que je vais faire, c'est redémarrer de ma version d'avant. Voilà. Oui, je vais la mettre là. OK. Donc, la version avec les traits, pour l'instant, je l'oublie. Et avec la flèche noire, je sélectionne. Est-ce que vous voyez la barre de remplissage génératif? Il faut, pour la voir, il faut deux choses. Il faut que dans le menu fenêtre, barre des tâches contextuelles soit enclenchée. Il faut que dans la palette des outils, ce soit la flèche noire qui soit enclenchée, parce que si vous avez autre chose, quoique ici, ça va, elle apparaît encore. Voyons un peu. Ah non, elle apparaît pas. Ouais, c'est ça. Quand j'ai d'autres outils qui sont activés, d'autres que la flèche noire, vous confirmez, ça marche comme ça sur Windows aussi. Il n'y a que quand la flèche noire va être enclenchée, ou peut-être même la flèche blanche plus, peu importe. Ah non, mais la flèche blanche plus, ça marche pas. Flèche noire, vous avez cette barre qui apparaît. OK, donc il faut sélectionner le sujet. Et ici, l'idée, c'est de demander à Illustrator de remplir cette forme. Donc, on va demander remplissage génératif de la forme. Voilà, et vous allez indiquer ce que vous voulez. Donc, logiquement, je devrais indiquer que je veux un capybara. Et vous cliquez sur Générer. Peut écrire en français. On peut écrire en français, ça marche dans presque 80 langues différentes, en fait. Ça. Ouais. Voilà. Donc, le panneau propriété, normalement, c'est ouvert, avec 3 versions du capybara. Voyons un peu, je vais le mettre sur le côté, parce qu'en fait, le dessin original est resté. Je le mets sur le côté. Je vais tracer un plan de travail juste là derrière lui. Voilà. Donc, ah oui, et ce que je vais faire au niveau du plan de travail, c'est le faire plus large, comme ça. Voilà. Je vais dupliquer avec la touche Alt une fois, deux fois cette immonde bestiole. Celui du milieu, je vais demander que ça affiche la version du milieu. Celui de droite, que ça affiche la version de droite. Comme ça, je vais pouvoir les comparer. Voilà. Donc, en fait, j'ai déplacé ce qu'il a généré, qui s'est généré par-dessus les traits. Je l'ai déplacé sur le côté, j'ai fait un plan de travail. J'ai dupliqué 2 fois. Pour chaque occurrence, j'ai demandé d'afficher une des 3 versions qu'il m'a faites. Et donc, voilà. C'est anatomiquement plus ou moins correct. OK. Vous enregistrez. Donc, tu as l'image d'un poisson et tu demandes un poisson. Et te mets dans... Oui, oui, mais au départ, c'est l'image d'un poisson.
Ben, OK, et tu demandes une truite et tu la mets dans l'autre sens. Bon, c'est peut-être, normalement, ça arrive quand on prend l'image de quelque chose et qu'on demande autre chose. Mais là, c'est la même chose, donc on va ici, voir si c'est au niveau de la fidélité. Est-ce que vous avez, quand même réussi à faire vos affichages des 3 versions là, sans problème? Ouais. Bon, je vais dupliquer, une des générations là et on va tester, de régénérer avec le même prompt, mais en version plus simple. Donc, avec la touche Alt, je vais déplacer ça. Éventuellement, avec l'outil plan de travail, je vais créer un plan de travail pour quand même l'avoir sur un fond blanc. Voilà. Donc, l'idée ici, dans le panneau propriété, c'est d'aller sur la roue dentée, vous la voyez, pour faire réapparaître le remplissage génératif de forme. Oui, j'aurais pu redémarrer de la silhouette de départ, hein, qu'on avait été chercher sur le site web, mais je peux démarrer de cette silhouette-ci aussi éventuellement. Donc vous avez le curseur détail. Voyons ce que ça donne quand on met au minimum. Comme cette lettre. Donc minimum, ça va faire des choses très minimalistes. Au niveau de la référence stylistique ici, je vérifie bien que c'est pas enclenché, parce que sinon dans ce document, il risque de prendre le fond gris qui est dans le fond du document. On est bien avec le document on a démarré avec un fond gris, pas certain, il faudrait que je vérifie. Mais quoi qu'il en soit, référence stylistique, ne l'enclenchez pas pour l'instant. Bien, donc, générer. Oui, la copie du capybara n'était pas vraiment nécessaire parce que de toute façon, il va faire quelque chose de nouveau par-dessus. Bon, c'est pas grave. Ok, donc, ça devient rigolo. Il ressemble à Casimir, mais vous connaissez pas Casimir le dinosaure, sans doute. Si, quand même. Non? Juste par curiosité, Casimir le dinosaure, ça vous dit quelque chose? Non, ouais, C'est très très vieux. C'est un peu culte en France, surtout. Ok, donc j'ai déplacé le remplissage génératif qui m'a fait. J'ai dupliqué 2 fois. Sur celui du milieu, j'affiche celui du milieu. Sur celui de droite, celui de droite. Voilà. Et couronne de fleurs. ah, il a ajouté une couronne de fleurs, oui. Une lumière plutôt, mais je n'ai pas compris pour dire l'amour maintenant. Ah. Ok, donc pourquoi pas, voilà. Le seul, c'est que tellement il me l'a proposé de pas. Ça comme. Ah, il a proposé de face aussi. Ok. Cette fois-ci, on va réessayer, peut-être à différents niveaux de précision. Tiens, je redémarre de celui-là, donc qui va servir de point de démarrage. Oui, parmi les 3, on dit que c'est celui-là qui me plaisait le mieux, et je redémarre de celui-là. Donc à nouveau, un roue dentée, et cette fois-là, je vais peut-être demander le détail entre le minimum et le moyen. Voilà. Bon, c'est l'occasion de rappeler que Illustrator, quand on fait du graphisme un peu naïf et sympa, ça peut être plus percutant, plus intéressant que de faire de l'hyperréalisme, en fait. Et là, on y est, en fait. Hein. Voilà, donc ça, c'est la version moyenne. Version toute simple en bas, version simple moyenne, on va dire. La version moyenne, c'était celle du dessus. Ok, ben je vais tenter de faire des versions précises aussi. Comme ça, on aura tous les différents niveaux de détail. Oui, niveau précis, on parle dessus. Oui, on peut partir de celui-là, oui, oui. Quand vous avez une marraine, Voilà. Donc ici, je vais faire le presque maximum. Générer. Ah, presque. Et puis après, on fera le maximum. Comme ça, on aura les 4 niveaux de complexité. Après, je vous montrerai à un certain moment, à propos des logos, que, et ça c'est connu et c'est un peu malheureux, mais quand on ne sait pas dessiner, on est plus à même à faire des logos intéressants. Et on est un peu dans cette logique-ci. Hein. On a des choses un peu foireuses, eh bien ça peut être plus intéressant que quelque chose qui aurait été dessiné manuellement, là, je veux dire, vecteur, sans passer par l'IA dans Illustrator.
Tu me fais peur. Voilà. Ok, ben, ça c'est le presque maximum. Donc par rapport à avant, bah, écoutez, je vois pas extrêmement beaucoup de différence en fait, hein. Tiens, je vais aller déplacer ça comme ça ici. Voilà. Vous voyez, les poils sont un peu plus réalistes, sauf sur le dernier de droite. Yes. Ok, ben alors je vais maintenant faire la dernière génération en rendu maximum. Ouf, ça. Pour ton problème de poisson qui était à l'envers, si tu passes en presque maximum ou maximum, je pense qu'il va repérer quand même que J'ai commencé et il est à l'endroit maintenant. Ok. Mais c'est vraiment bien fait comme ça. peut-être. C'est peut-être parce que bien, en fait, de base, il est comme ça, ben, les chasseurs de la nature, ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Ouais, des fois, ils se reculent. Ah ben voilà, ça c'est le maximum et ça commence à ressembler vraiment à un capybara physiquement réaliste. Je veux dire, on pourrait mettre ça dans une encyclopédie pour enfants en tant qu'illustration parce que ça, c'est assez réaliste par rapport à la. Peut-être pas les pattes avant, là ils sont un peu plantés, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, Ça c'est donc le niveau maximal là au-dessus chez moi. Voilà. Niveau presque maximal ici. Niveau moyen. moi je dois peut-être être 30. Et il a changé la couleur. Niveau presque minimal et niveau minimal. Et dans la précision de la forme, à chaque fois, vous donnez ça en MV ou c'est en MV que la forme. Oui, en effet, précision de la forme, c'est encore autre chose. C'est si on veut, si on l'autorise à s'éloigner de la forme, oui. C'est vrai qu'on peut faire le test aussi. Ça peut être intéressant. On peut mélanger les deux. Si on l'autorise à être moins précis par rapport à la forme de départ, il va faire une silhouette qui sera un peu différente. Ça peut être intéressant. Donc, bien vu, oui. Ben, je vais redémarrer de celui-là. Tu peux changer de bruit. Si, là, voilà. Je sais pas. C'est bien. Panneau propriété. Voilà. La roue dentée. Oui, en effet, la précision de la forme, ça, c'est encore un autre paramètre. Gentil Charles, il doit changer ce type. Oui, c'est ça. Il va s'éloigner de la silhouette d'origine. Donc, c'est pour ça que vous pouvez manuellement au crayon dessiner des choses un peu foireuses et il va quand même pouvoir vous faire des choses bien. On va faire un petit test après. Donc, je régénère au départ ici, précision de la forme moyen, cette fois-ci au lieu de élevé. Je garde le détail moyen comme celui-ci. Voyons ce que ça va faire. Donc, c'est certain, c'est un game changer. Ça change tout. Oui. Ok, il m'a fait n'importe quoi. Oui. Ah, il a même ajouté des décorations. Bon, je vais quand même pas l'autoriser à aller si loin dans l'interprétation. Parce que... Ah ben non, il n'y a pas d'intermédiaire ici, malheureusement. Ok, donc je vais tester en faible du coup. Vous avez des intermédiaires, vous? À part 3 positions, non, mais ça viendra peut-être plus tard. Mais il a quand même gardé 2, quand on était en faible, il en a quand même gardé 2 qui sont assez semblables à l'image de départ, la forme de départ. Mais voilà. Donc voilà, oui. Le niveau de fidélité par rapport à la forme de départ, ça peut être intéressant de s'en éloigner, en effet.